Salut Benoît, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Benoît, tu es secrétaire général de la FSU et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que cet après-midi, au départ de Luxembourg à Paris, est organisée une grande manifestation pour la revalorisation des salaires dans la fonction publique. Ma première question, elle est toute simple. Ça va les services publics? Rien ne va dans la fonction publique, pour être tout à fait honnête. On parle même nous de services publics parfois au bord de l'effondrement. On va jusque-là dans la qualification, c'est pas pour être dans l'emphase et dans l'alerte permanente, mais on pense vraiment qu'on est à un point de bascule. Et notamment cette question salariale, elle est absolument déterminante. On paye trop mal les agents publics aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on ne reconnaît pas leur mission, que de ce fait-là, les missions ont du mal à être faites. On paye trop mal, donc on n'arrive pas à recruter. Donc il n'y a pas assez de personnel. Donc par exemple, dans l'éducation nationale, les problèmes de remplacement ne sont pas gérés. Et donc quand on ne remplace pas pendant un certain temps, c'est une classe qui n'a pas cours. C'est aussi des conditions de travail qui sont dégradées pour tout le monde. Il y a des effectifs de classe trop importants dans l'ensemble des classes. Et donc dans l'ensemble des services publics, on a cette problématique salariale qui est pas correctement traité par le gouvernement, qui prétend à chaque fois dire on va faire un coup les enseignants, un coup les soignants, on va faire un coup les débuts de carrière mais pas les milieux et pas les fins, on va faire des mesures partielles et on se cache derrière ces mesures partielles pour pas faire de mesures générales. La seule mesure générale qu'il y a eu, c'est 1,5% en juillet 2013 et 5 points d'indice, en gros ça correspond à 25 € brut en janvier 2024. Donc par rapport à l'inflation qui a été de 5% l'an dernier, qui est maintenant tombée à 3%, mais enfin qui est toujours existante, par rapport à l'inflation, les salaires globalement reculent. D'accord, mais je ne veux pas désespérer Billancourt, mais ça Non. fait longtemps en fait que vous menez ce combat à la FSU, ça fait longtemps que Hmm. l'ensemble des partenaires sociaux mènent ce combat, et je suis désolé de Oui. le dire, mais ça ne porte pas ses fruits. Alors si, ça porte malgré tout, on pense que s'il n'y avait pas ces combats, on en serait à une situation bien pire. Le statut de la fonction publique, le gouvernement s'en est quasiment pas caché, il voulait le détruire avec la loi de 2019 qu'il a bien écornée bien sûr, avec une nouvelle loi en préparation, mais vous avez constaté que le gouvernement est un peu hésitant quand même à la mettre en application. On a eu des déclarations un peu va-t-en-guerre là, de Emmanuel Macron disant on va mettre en place le mérite maintenant dans la fonction publique. Là encore, nous, on pense que c'est pour se cacher derrière cette notion, pour la brandir, pour dire en fait on va revaloriser que les plus méritants et on ne va pas revaloriser tout le monde. Donc c'est aussi une manière de délayer la question. Mais le fait qu'il y ait ces déclarations et que pour l'instant on n'ait quand même pas de projet de loi précis écrit, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une brèche. Il y a des brèches qui s'ouvrent nombreuses. On l'a vu sur les questions de réforme éducative. Bien sûr, on ne gagne pas et on a du mal effectivement à infléchir la politique qui est menée, mais au moins sur les groupes de niveau, ce qui s'est passé, qui est une politique délétère en matière d'éducation, parce que ça veut dire qu'on assigne les élèves à un niveau scolaire donné pour toujours quasiment. Et c'est à l'inverse de l'éthique professionnelle des collègues dans l'éducation nationale. Sur cette question-là, il y a eu des tergiversations. Nicole Belloubet a fait des espèces de sauts périlleux langagiers pour essayer de dire non, c'est des groupes de besoins, etc. Il y a eu des atermoiements, Gabriel Attal qui est revenu dessus. Bref, on fait quand même douter, on fait bouger quelques lignes. On a obtenu le fait qu'on maintienne l'idée qu'il y a des salaires en fonction de grilles salariales communes à tout le monde. On a limité finalement la casse par des actions nombreuses, par notre détermination. Et puis dans la période, il y a une confiance très grande dans les intersyndicales. Ça, c'est à noter. Et on arrive à créer des mouvements qui solidarisent avec l'ensemble de la population. Si on prend l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le 93, les personnels de l'éducation dans le 93, il y a les parents d'élèves aussi dans les mobilisations. Et ça, c'est très positif, c'est plutôt une lueur d'espoir de se dire que, évidemment, tout n'est pas perdu puisqu'il y a des gens qui se mobilisent, qui se battent, qui disent « nous, on ne veut pas être spectateurs du saccage, on veut que les choses s'arrêtent et on veut un autre service public, on veut des moyens pour les services publics. » Donc si je te suis bien, toi tu dirais plutôt qu'on est en période plutôt haute
quand on regarde le niveau de la mobilisation sociale. Parce que Oui. j'avoue qu'après les revers, pour le coup, Oui. du mouvement social Les récemment, retraites. et notamment avec le Mm. mouvement des retraites, qui a abouti sur une défaite, hein, on ne peut pas appeler ça autrement, malgré les millions de gens qui se sont mobilisés contre cette réforme. Toi, tu dirais quand même que là, il y a comme un regain du mouvement social, un retour du mouvement Alors, social? je pense effectivement que ça bouillonne. Ça bouillonne un peu de tous côtés. On le voit beaucoup dans l'éducation aujourd'hui, très clairement. Hein, on espère avoir une bonne surprise du côté de tous les secteurs de la fonction publique, mais on pense que c'est beaucoup l'éducation qui fournira le gros des cortèges probablement, même si là aussi hein, il faudrait nuancer, il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont mobilisés sur des problématiques spécifiques, sur les problématiques générales de salaire. Mais oui, ça bouillonne. Il y a une force qui se cherche d'une certaine manière, qui a trouvé un cadre important au moment des retraites. Évidemment que le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la réforme des retraites, ça joue, ça pèse en négatif, ça pèse dans tous les esprits, mais ça ne conduit pas à l'abattement. Incontestablement, il y a beaucoup de mobilisations qui se développent, publiques comme privées hein, d'ailleurs. Moi, je parle beaucoup de l'éducation parce que c'est un peu le cœur de l'activité de la FSU, mais il y en a partout des mobilisations. Et il y a quelque chose qui cherche surtout des alliances avec, je disais, les parents, l'opinion en général. C'est beaucoup moins évidemment massif qu'au moment où on a une réforme des retraites sur laquelle voilà, tout le monde voit bien qu'il faut se mobiliser sur cette réforme-là. C'est plus hésitant aussi parfois, effectivement, donc ça reste à construire, hein, on en a bien conscience. Mais quand on arrive à parler d'une seule voix, l'intersyndicale est suivie. Et donc, moi, je pense qu'en plus, politiquement, même si effectivement, il y a eu une défaite partielle en 2023 sur la réforme des retraites, politiquement, ce type de construction large, massive, avec des syndicats et l'opinion qui est en solidarité, ça se paye un jour ou l'autre. Alors, le problème aujourd'hui, évidemment, c'est que dans le paysage politique, ceux qui en tirent les fruits, c'est parfois l'extrême droite. Donc ça, évidemment, il faut être attentif à lutter contre ces fausses solutions qui sont brandies par l'extrême droite. Et justement, quand on arrive, nous, à mettre la question sociale au centre, alors le débat public, il ne vient plus du tout sur les questions de repli sur soi, d'identité, etc. Et ça, c'est vachement intéressant dans la période. Hein, mais je pense que plus on arrive à mettre la question sociale au centre, moins l'extrême droite est audible et justement, plus les solutions alternatives sont celles qui tiennent le haut du pavé, qui sont discutées. Et c'est tout ça qu'on essaie de construire. C'est pas simple, évidemment, dans la période, mais c'est tout ça qu'on essaie de construire. Alors, c'est intéressant parce que c'est toi qui fais le lien entre le mouvement social, les syndicats d'une part, et d'autre part, la question politique, politicienne avec le Rassemblement national. Si je prends l'autre côté de l'échiquier politique et la gauche, aujourd'hui, on voit dans les intentions de vote pour les européennes qu'on est plutôt dans des étiages assez bas, avec une gauche en plus assez divisée, même très divisée. Est-ce que tu penses que le mouvement social aujourd'hui pêche aussi parce que cette possibilité d'alternative politique qui pourrait être portée par la gauche, aujourd'hui, elle n'arrive pas par la gauche politique, hein, elle n'arrive pas à reprendre du poil de la bête et vraiment s'affirmer sur le devant de la scène? Oui, je pense que les phénomènes s'auto-entretiennent l'un et l'autre. Hein. Le syndicalisme est sans doute en recherche de modalités de dialogue avec le politique différentes d'une simple d'être des courroies de transmission ou d'être des relais de tel ou tel parti politique. Ça, évidemment, qu'il ne faut absolument pas tomber dans ces travers-là. Mais en même temps, on est en recherche d'une modalité de dialogue apaisée et constructive avec les partis politiques, avec la gauche politique, effectivement. Et on n'a pas complètement trouvé la meilleure modalité pour pas... Et évidemment, on voit bien que c'est compliqué parce que nous, on a besoin de ne pas se faire embarquer dans l'idée qu'on roulerait pour telle ou telle formation politique. C'est hyper important pour nous et les collègues ne nous suivraient pas si on était la simple courroie de transmission, encore une fois, d'un parti. Et en même temps, le monde politique lui-même et la gauche politique, je pense, a besoin aussi de trouver les meilleures modalités de dialogue avec nous. Ça aussi, c'est pas simple, c'est pas fait parfaitement. Ça nécessite évidemment un préalable qui est l'unité.
Alors après, je ne sais pas si ça donne lieu à une unité électorale, ça c'est pas mon affaire, mais au moins qu'en dialogue avec les politiques, nous, il faut qu'on ait en face la gauche politique réunie, parce que sinon, évidemment, ça donne l'impression de rouler pour les uns ou pour les autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, en tout cas, nous, dans la période, on pense qu'on a besoin d'un dialogue approfondi avec les forces de gauche, parce que l'alternative, à un moment, elle se traduit politiquement. Et donc, effectivement, tout ce qu'on porte syndicalement, il faut bien que ce soit porté politiquement. En toute indépendance, après, un gouvernement de gauche serait au pouvoir, on continuerait évidemment à mobiliser là où il le faut et on saurait dénoncer les manques, les insuffisances s'il y en a. Donc il n'y a pas de question de relation de dépendance avec le politique, mais il y a une question à travailler évidemment. J'ai une dernière question, Benoît. Elle a trait aux récentes déclarations et même décisions politiques du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors, il a annoncé, maintenant, c'était il y a plus d'un mois, une coupe de 10 milliards dans les dépenses publiques. Puis après, ça a été 10 milliards supplémentaires. Puis maintenant, je crois qu'on est à peu près à 30 milliards. Enfin, bref. Comme le dit Sophie Binet, aujourd'hui, il semble un peu la réincarnation de, je cite Sophie Binet, de Margaret Thatcher. Il a déclaré ce week-end que c'en était fini du tout gratuit pour tout le monde. Je ne sais pas très bien comment toi tu as compris cette affirmation. Mais là, c'est quoi l'état des forces contre cette action, on va dire, renforcée de Bruno Le Maire dans la période qui, je pense, essaye de se démarquer politiquement de ses camarades du gouvernement, peut-être dans la perspective de 2027. Et oui, on voit bien qu'il joue une forme de surenchère libérale, effectivement, sur la base, pour être sur un positionnement politique spécifique. Et c'est particulièrement inquiétant parce que ces 10 milliards, ces 20 milliards, cette valse de milliards qui sont retirés avec le discours selon lequel finalement ce serait indolore et qu'on pourrait comme ça enlever des milliards qui du coup servaient à rien, on le suppose du coup à l'écouter. C'est très très inquiétant. Nous, on remet toujours en perspective toutes les sommes qui aujourd'hui sont consacrées par exemple aux aides aux entreprises sans contrepartie. 200 milliards d'euros qui sont effectivement déversés dans l'économie sans aucun contrôle, sans aucun questionnement sur l'efficacité de ces sommes. Donc il faut remettre le débat public sur la question de qu'est-ce qu'on finance, de quoi on a besoin pour financer des services publics à la hauteur de ce qu'ils doivent faire. Et donc c'est particulièrement inquiétant de voir ce discours-là de la part de Bruno Le Maire. Les 10 milliards retirés, les crédits retirés par décret, donc en toute absence de démocratie effectivement. C'est aussi en toute absence de transparence que c'est fait. On a demandé, nous, par exemple, à l'Éducation nationale, sur quel budget ça va être retiré. On n'a aucune réponse véritablement. Et en général, ces enveloppes-là, elles sont faites pour faire en cours d'année des mesures de réajustement qui sont absolument nécessaires, qu'il est absolument nécessaire de faire. Je vais donner juste un exemple. On a laissé entendre aux assistantes sociales de l'Éducation nationale qu'elles auraient peut-être enfin une toute petite revalorisation, mais sans en déterminer ni la modalité ni le montant. Et ce type de choses qui sont donc du coup de l'ordre du possible, et ce serait absolument indispensable de le faire. Hein. Les assistantes sociales de l'Éducation nationale, elles sont dans une situation épouvantable, avec des conditions de travail dégradées, avec des salaires qui ne suivent pas et donc des difficultés de recrutement énormes et un besoin vraiment d'être reconnues. Ce qu'elles réclament, c'est juste d'être au moins à minima alignées sur l'ensemble des autres assistantes sociales de la fonction publique. Ça nécessite des mesures d'urgence immédiatement. Et d'ailleurs, elles sont en manifestation vendredi prochain. Il y aura une grosse action. Il y a plusieurs centaines d'assistantes sociales de toute la France qui vont venir à Paris. Il y a des actions dans les DOM aussi, donc ça va être aussi un prolongement du 19 mars. Rien que ça, cette catégorie-là, est-ce qu'avec les retraits budgétaires qui ont été faits, on pourra débloquer des enveloppes d'urgence pour faire les revalorisations promises. Rien que ça, qui est vraiment déjà pas énorme et pas suffisant, pas à la hauteur des besoins, rien que ça, on a les pires inquiétudes pour l'année qui vient et donc de retrait de moyens qui seront dolores
pas du tout indolore comme le dit Bruno Le Maire. Juste pour finir sur une note positive et pour essayer de réenchanter un peu Billancourt, tu penses qu'aujourd'hui, le mouvement social et sûrement aussi le mouvement politique a la possibilité, a les moyens, les outils pour faire reculer Bruno Le Maire quant à ses objectifs de limitation des dépenses publiques? Oui, alors il faut être un peu volontariste quand on est syndicaliste, mais c'est pas par pur volontarisme, c'est que je vois vraiment le fait que si on arrive à porter la question dans le débat public de manière claire et en disant c'est pas une histoire technique, c'est pas 10 milliards retirés là, c'est pas une histoire de tuyaux budgétaires, c'est vraiment une question politique. Si on arrive à politiser la question, alors on arrive à faire en sorte que les gens expriment leurs besoins de services publics, leur envie que les services publics existent, leur opposition, leur colère de voir les services publics se dégrader. C'est tout ce qui se passe dans le 93 aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe en milieu rural aussi, autour des écoles qui ferment, des classes qui sont fermées, des hôpitaux qui sont en difficulté. Toute cette solidarité qui s'exprime, les gens ne veulent pas de l'évolution à l'anglo-saxonne, on parlait de Margaret Thatcher, mais effectivement, les gens ne veulent pas voir une école publique qui deviendrait l'école des pauvres, ce qu'elle devient de plus en plus, ne veulent pas voir un hôpital qui devient l'hôpital pour les pauvres et ceux qui peuvent se payer des cliniques privées se les payent. Et ça, fondamentalement, en France, il y a une majorité très large qui doit se trouver du coup une alternative concrète et un débouché politique comme on dit, mais il y a une majorité très forte, très large, unanime, très claire pour penser ces choses-là. Et donc à nous de faire le boulot pour politiser la question et pas se laisser enfumer par des discours sur le poids de la dette, sur les déficits publics qui sont trop importants. Oui, ils sont trop importants les déficits publics, mais on peut les combler en augmentant les recettes. Il ne faut pas laisser filer la dette, nous on n'a jamais dit ça, il ne faut pas laisser filer la dette, il faut augmenter les ressources de l'État et ça passe par des mesures fiscales, de justice fiscale, etc., etc. Et donc ça, on a besoin de le reporter et on va s'y atteler dans la période qui vient. Merci beaucoup Benoît. Ben, merci.